futur. Si je te dis Jean-Luc Mélenchon. En 2 mots. Oula. En 2. Opportuniste. D'accord. Opportuniste. J'ai pas grand chose à dire sur lui dans ça. Rima Hassan. Courageuse. Emmanuel Macron. Alors attends, qu'est-ce que je peux dire sans avoir un 45e procès? Emmanuel Macron, bon, en fin de règne, donc sans grand intérêt. Fin de règne, il veut s'accrocher quand même, le bougre. Ouais, il veut s'accrocher, mais ça en général, c'est la preuve que t'es en fin de règne, tu vois. Donc je crois bien que celui à qui il va laisser la place là pendant 5 ans, si jamais il arrive à le faire passer, il y a de très faibles chances qu'au final il libère le siège pour Macron dans 5 ans. Donc non, je pense pas. Je pense qu'il y a des ambitions européennes, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a le mérite de la clarté. Elle dit à quelle sauce elle va nous manger. Donc pourquoi pas? Ouais. Quand je dis pourquoi pas, attention, je précise. Pourquoi pas le fait qu'elle soit droite dans ses bottes à ce niveau-là. Mais bien évidemment, elle n'aura jamais ma voix. Dominique de Villepin. Alors, bon, ça va pas être très original. Humaniste et surtout, j'ai envie de dire, le GOAT en milieu politique, dans le sens où, voilà, il sort pas de nulle part. On peut être très critique. Bon, je vais faire un petit peu plus long sur lui. On peut être totalement critique sur, par exemple, le fait qu'il a vendu les autoroutes, qu'il les a privatisées. Mais ce que je remarque, c'est que au final, c'est un des rares politiques qui a en capacité de se remettre en question, de dire ouais j'ai fait de la merde, en fait fallait pas le faire. Lui il le reconnaît aujourd'hui. Maintenant, est-ce que derrière il va rectifier le tir, on verra. Très prometteur sur la base de son positionnement historique sur les questions de géopolitique. On se souvient de son nom pour l'intervention en Irak, qui était quand même, qui restera dans les annales de la Cinquième République et même au-delà. Maintenant, j'attends de voir ce qu'il propose pour le territoire national aussi. Bon, en tous les cas, sans aucun doute, au regard de son parcours aussi, hein, il a vécu dans les 4 coins du monde. C'est pas quelqu'un qui mènera une politique de rejet puis qui va s'attaquer aux minorités. Donc, je pense que c'est un profil très prometteur à suivre. En tous les cas, je le dis et je me suis inscrit à sa newsletter. Cyril Hanouna. Oh là là, j'aurais préféré qu'il appelle Cyril Hanouna, mais en l'occurrence, l'autre fois je regardais M6 et j'ai pu voir sa tête. Donc ça y est, c'est officiel, il revient en septembre sur la chaîne. Sérieusement, culture du vide. Lâche, extrêmement lâche. Et si jamais à tout hasard il tombe sur la vidéo, je rappelle quand même qu'il m'a menacé en public et que j'attends toujours qu'il m'invite. C'est toujours bien en face à face que derrière un écran. Mais malheureusement ma vidéo n'est pas venue à ses oreilles. Je pense qu'elle est venue à ses oreilles parce que je connais un certain nombre de personnes de son entourage à qui j'ai pu envoyer la vidéo. Mais voilà. Ce type est un lâche et ça nous a permis aussi de voir qu'il fait partie de cette organisation sioniste visant justement à légitimer ce qui est absolument abject. Rendez-vous compte du danger que ce type représente. C'est pas qu'un guignol, hein. Croyez-moi qu'il y a quelque chose de savamment orchestré derrière tout ça et il n'y a qu'à regarder ses amis. Bolloré et compagnie. Il y a qu'à regarder encore il y a quelques jours un certain Guillaume Janton qui est proche de Cyril Hanouna et qui était en vacances avec un certain Jordan Bardella. Au même titre que sur le yacht de Cyril Hanouna, on a pu voir aussi un certain Jordan Bardella. Donc posez-vous les bonnes questions. Ah bah Bardella. Pas grand chose à dire. Ça va rejoindre Hanouna, culture du vide, enfin, le type, tu lui enlèves immigration, islam de la bouche, c'est comme Zemmour, il sert plus à rien, si tant est qu'il est déjà servi à quelque chose. Le type, il est là, on a le même âge, hein, on a 30 ans les deux, ce que je cherche. Le type t'explique qu'il a changé, et compagnie. Et ça y est, dès qu'il a vu qu'il y avait une fenêtre qui s'entrouvrait pour que potentiellement il soit candidat à la présidentielle de 2027, il commence à laisser un peu pousser la barbe, à s'acheter une nouvelle monture de chez Optical Center, très certainement. Vous comprendrez la référence. Donc non, culture du vide, pas de personnalité.
Et puis pas mal de gonflettes aussi. Trump. Trump, en l'occurrence, Trump, il est assez complexe. Il est assez complexe sur sa proximité avec Israël. Ce type est une merde. Hein. On rappelle quand même que c'est lui qui a voulu, qui a fait ouvrir l'ambassade américaine à Jérusalem. Donc déjà, quand on dit ça, on a tout compris. Il est même vu comme un signe annonciateur du Messia, celui qu'ils appellent le Messia, donc le Messie en Israël. Je peux pas me le voir. Pour autant, je pense que c'est un des moins va-t-en-guerre américains qu'on ait pu avoir. Ça, faut le reconnaître. Et le type, d'un point de vue économique, défend son bout de pain, défend son assiette et l'assiette de son peuple. On peut pas le lui reprocher. Mais en tous les cas, je pense que si j'étais américain et pas pro-palestinien, j'aurais pu le kiffer. Bon, la scène politique française, là, elle tangue sérieusement. Le gouvernement Bayrou qui tombe, présenté comme ça un petit incident parlementaire. Franchement, on parle d'un vrai séisme, non ? Ah oui, clairement. C'est tout le système qui a l'air de se fissurer. Exactement. Et Macron au milieu. L'image est forte, hein, ce naufragé qui s'accroche à sa planche. L'expression « fin de règne », on l'entend partout maintenant. Ce n'est plus tabou. Ça bruise dans les couloirs, on parle de son isolement, son autorité qui s'effrite. Oui, il y a une fragilité évidente de l'exécutif. Une possible reconfiguration des forces. Certains murmurent même qu'un renversement. Ce n'est plus totalement impensable. Alors, évidemment, dans le petit monde parisien, la question c'est qui après Macron ? La succession, quoi. Bah oui. Mais cette agitation, si on la regarde depuis Alger, ou même pour la diaspora algérienne ici en France, elle est vue à travers un filtre très différent. Une grille de lecture, disons, plus fondamentale, peut-être. Ah, voilà, ça m'intéresse. C'est quoi cette grille de lecture ? Si on oublie un peu les jeux de pouvoir parisiens, qu'est-ce qui compte vraiment de ce point de vue-là ? Un seul critère, presque une obsession, le respect. Le respect. Oui. Comment ces politiques français, ceux qui montent, ceux qui s'accrochent, ceux qui espèrent, comment ils considèrent l'Algérie ? Et pas juste dans les discours de façade. Non, dans les actes. Voilà. Dans les actes, dans le regard qu'ils portent sur son histoire, sa mémoire, sa souveraineté. Est-ce qu'ils respectent cette dignité, celle qui a été acquise si chèrement ? C'est vraiment l'unique prisme, et c'est ce prisme qu'on va essayer d'appliquer là. D'accord. Alors, allons-y. Commençons fort, Jean-Luc Mélenchon. Le tribun, celui qui se pose en défenseur du peuple, qui n'hésite pas à parler de la colonisation, de l'histoire douloureuse. C'est admirable, non ? Cette reconnaissance. Ou alors, est-ce que c'est juste une posture ? Un calcul un peu cynique peut-être pour attirer un certain électorat, où l'Algérie finalement serait juste une carte électorale ? Votre question, elle touche pile au cœur de la méfiance algérienne à son égard. C'est exactement ça. Ah oui. Il est perçu comme très fluctuant, quelqu'un qui adapte son discours là où souffle le vent, comme on dit. D'accord. Et cette impression de manque de constance, de posture plutôt que de conviction réelle, profonde, c'est interprété comme une forme de duplicité. D'accord, je vois. Il faut comprendre l'intransigeance algérienne là-dessus. Une mémoire nationale forgée dans le sang, ça ne supporte pas d'être instrumentalisé. Jouer avec ça, même pour des raisons électorales, c'est franchir une ligne rouge pour eux. Le respect, dans ce cas, ça demande une sincérité, perçue comme totale. Et là, visiblement, ça manque à leurs yeux. C'est sévère. Bon, passons à quelqu'un de très différent. Rima Hassan. Elle émerge, elle a une parole forte, surtout sur la Palestine. Elle y va sans trembler, elle défend des principes de justice, d'accueil. Son discours, il a un écho énorme, surtout dans la diaspora. Pourquoi ça résonne si fort, justement ? C'est juste ce raccourci un peu rapide qui respecte la Palestine, respecte forcément l'Algérie. Ce raccourci, comme vous dites, il est peut-être moins simpliste qu'il n'y paraît. Ah bon ? Oui, parce qu'il révèle une vraie convergence de valeurs perçues. Pour beaucoup, surtout dans la jeune génération issue de l'immigration, Rima Hassan, elle incarne un souffle nouveau, une politique sans peur, sans compromission, qui ose nommer les choses. Et les valeurs qu'elle porte, la vérité historique, la dignité humaine, la lutte contre l'injustice, ce sont justement les valeurs qui structurent l'imaginaire politique algérien depuis l'indépendance. D'accord. Son courage aussi, face à ce qui est vu comme une machine médiatique et financière hostile, ça renforce cette image d'intégrité. Alors bien sûr, est-ce qu'elle tiendra politiquement face à ces pressions ? Ça c'est une autre question. Mais l'impact initial, la sympathie, c'est indéniable.
ça touche des cordes très sensibles. Revenons au sommet les cas. Emmanuel Macron, ah là là, lui c'est l'ambiguïté incarnée, non? Capable de dire à Alger que la colonisation est un crime contre l'humanité. Oui. Et quelques mois après, de glorifier l'armée française en oubliant un peu le prix payé par les Algériens. Un jour, il fait des gestes mémoriels, le lendemain, il lance des piques contre le pouvoir algérien, sans parler de la politique migratoire qui se durcit. Comment on explique ce yo-yo permanent? C'est de l'incompétence ou c'est une stratégie? Une ambivalence voulue? Mais c'est exactement cette oscillation, ce « en même temps » appliqué aux relations franco-algériennes, qui exaspère et qui nourrit la méfiance. Oui. Il est perçu comme le symbole d'une France qui est incapable d'assumer son passé, qui veut bien reconnaître quelques torts comme ça du bout des lèvres, mais qui refuse d'en tirer toutes les conséquences, politiques, symboliques. Un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est ça, ça donne une impression de double jeu, voire de condescendance parfois. Et d'ailleurs, son affaiblissement actuel sur la scène intérieure, le fait qu'il soit vu comme contesté, comme un président sans autorité réelle, c'est scruté de très près. J'imagine. Et la lecture côté algérienne, elle est presque ironique. Lui, il peut vaciller, mais l'Algérie, elle, forte de son histoire, elle restera debout. Il y a presque une sorte de satisfaction à voir cette figure perçue comme arrogante être fragilisée comme ça. Au moins, avec Marine Le Pen, on peut dire que les choses sont claires. Brutales, mais claires. Oui, là, il n'y a pas d'ambiguïté. L'Algérie, désignée comme l'ennemi historique, le projet affiché de fermeture des frontières, les expulsions massives, l'effacement des liens culturels, humains. Au fond, c'est pas juste l'expression la plus pure, la plus décomplexée de cette France coloniale qui n'a jamais vraiment digéré l'indépendance de 62. C'est exactement comme ça qu'elle est perçue. L'incarnation de la haine. La résurgence sans masque d'une vision coloniale. Son discours, ce n'est pas juste une opinion politique pour eux, c'est une menace existentielle. Surtout pour la diaspora algérienne en France, bien sûr. Elle remet en cause leur légitimité même à être là. Et face à ça, face à cette hostilité affichée, la réponse qu'on entend, c'est celle d'une fermeté inébranlable. Qui puise dans l'histoire. L'Algérie ne pliera jamais. Elle a déjà vaincu l'armée coloniale, elle ne cédera pas face à une rhétorique de haine. Donc, le danger est pris au sérieux, mais sans panique. Exactement. C'est un danger potentiel, oui, mais absolument pas une fatalité. Il y a presque un défi. Essayer pour voir. Intéressant ce contraste. Et puis il y a Dominique de Villepin. Lui, c'est une figure un peu à part, non? Son fameux discours à l'ONU contre la guerre en Irak, ça lui a donné un prestige durable, y compris en Algérie. Tout à fait. Pourtant, son bilan politique intérieur, on pense à la privatisation des autoroutes, par exemple, c'est critiqué. Mais il semble avoir, pour les Algériens, une qualité rare. C'est quoi, au juste? Qu'est-ce qui le distingue autant? Sa singularité, elle repose sur plusieurs choses. D'abord, oui, cette posture de 2003 à l'ONU. Ce refus de suivre les États-Unis en Irak, ça a été vu comme une défense du droit international, de la souveraineté des nations, des principes clés pour la diplomatie algérienne. Un acte de courage. Oui, de courage et de lucidité perçus comme tel. Ensuite, au-delà de ça, dans sa façon de parler de l'Algérie, on lui crédite une absence de mépris. Il parlerait du pays avec une forme de compréhension, de sa complexité, de son histoire, de ses aspirations. Et enfin, chose apparemment très rare dans la perception algérienne des politiques français, il est vu comme capable de reconnaître ses erreurs, d'avoir une forme d'humilité intellectuelle. D'accord. C'est ce mélange qui fait dire à certains observateurs là-bas qu'il serait peut-être le seul aujourd'hui capable d'imaginer un partenariat vraiment basé sur le respect mutuel. Et ça nous ramène au principe fondamental algérien. L'Algérie traite d'égal à égal ou elle ne traite pas. Villepin, il semble incarner cette possibilité d'égalité. Sortons un instant Mathilde Tchour pour une figure médiatique qui, étrangement, revient dans l'analyse. Cyril Hanouna. Pour beaucoup ici, c'est un animateur, le roi du divertissement, parfois controversé, d'accord, mais ça reste du spectacle. Sauf que là, il est décrit de façon beaucoup plus sombre. Une arme médiatique au service d'agendas politiques hostiles aux Algériens, aux immigrés. Comment un personnage de télé peut avoir un rôle géopolitique aussi lourd? C'est pas un peu excessif ? L'excès, il est peut-être dans la perception française de son innocence, justement. Ah oui. De ce point de vue analysé, son rôle va bien au-delà du divertissement. Il est vu comme un vecteur majeur de la banalisation de la haine. Carrément. Oui. Sous couvert d'humour un peu lourd, de happenings, de clashs permanents, ces émissions sont perçues comme une plateforme qui rend acceptable l'inacceptable, qui normalise les discours xénophobes, les stéréotypes dégradants, le mépris envers les immigrés, et donc, par ricochet, envers les Algériens qui sont nombreux en France.
Donc pas juste un clown inoffensif. Absolument pas. Plutôt un pion, conscient ou non, dans une stratégie plus large qui vise à légitimer l'extrême droite et ses idées. Et les premières victimes de cette stratégie, ce seraient les immigrés et leurs enfants. Restons dans cette sphère avec Jordan Bardella. Le nouveau visage, tout lisse, bien poli, du Rassemblement national. Il essaye de se construire une image présidentiable, mais derrière le vernis là, la jeunesse, la modernité, est-ce que le fond a vraiment changé par rapport à Marine Le Pen? N'est-il pas juste une copie conforme avec le même mépris, la même obsession identitaire? C'est très largement l'analyse qui domine, oui. L'emballage est différent, plus moderne, plus adapté aux médias d'aujourd'hui, mais le contenu politique est perçu comme rigoureusement le même que celui de Marine Le Pen. Donc même menace perçue. Exactement. Son ascension rapide, elle est vue comme une menace directe, imminente par une grande partie de la diaspora algérienne. Une menace pour les familles, les droits, la dignité au quotidien. Malgré ses efforts pour lisser l'image? Oui, malgré tous ses efforts pour gommer les aspects les plus rugueux des partis, pour se donner une stature présidentielle, il est jugé comme manquant cruellement de profondeur. Il apparaît plus comme un produit marketing efficace, une construction médiatique, que comme un véritable homme d'État. Quelqu'un capable de saisir la complexité des enjeux internationaux ou la réalité humaine de la présence algérienne en France. Le respect, notre mot-clé là, il lui est totalement dénié. Donc si on résume, on a une scène politique française en pleine ébullition après la chute de Bayrou, un président Macron affaibli comme jamais. C'est un moment où des masques tombent, où les ambitions s'affichent sans phare. C'est ça. Mais si on prend ce prisme algérien, la question qui revient tout le temps, lancinante, fondamentale, c'est au-delà des postures, des calculs, qui respecte vraiment l'Algérie. C'est exactement ça. Et la conclusion qui ressort de cette perspective, telle qu'elle est rapportée, elle est sans détour. Presque un avertissement. Le peuple algérien, fort de son histoire, de la mémoire du 1,5 million de martyrs, il ne chercherait ni faveur ni pitié. L'exigence, elle n'est pas d'abord économique ou matérielle. Elle est unique, constante et décrite comme non négociable. C'est le respect. Un respect total, sans condescendance, sans arrière-pensée. Cette posture de dignité, cette fierté revendiquée, c'est le socle de l'identité nationale. Et ça se répercute logiquement dans l'attitude de la diaspora. Une exigence de respect qui conditionne absolument tout, donc. Pas de respect, pas de relations apaisées, pas de partenariat possible. C'est même plus qu'une condition, c'est une affirmation identitaire, qui se résume en une phrase finale, lourde de sens et d'histoire. L'Algérie est libre, l'Algérie est digne, et jamais elle ne courbera les chines. Jamais elle ne courbera les chines. C'est cette affirmation, cette demande de reconnaissance sans concession qu'il faut garder à l'esprit. Et ça nous invite, bien sûr, à réfléchir aux implications profondes de cette quête de respect. Sur l'avenir des relations franco-algériennes, évidemment, mais aussi sur l'équilibre politique interne en France, où cette question reste décidément un nerf à vif, capable de faire et défaire les réputations et les carrières.